Voilà, lumière, bonjour à toutes et à tous. Hugues Sibyl, je suis vice-président du Crédit Coopératif, qui est partenaire de cette Université de la Terre, et je vais être le modérateur, comme on dit, des échanges que nous allons avoir ensemble. Le thème, vous l'avez choisi, donc je pense que vous avez bien lu avant de venir. Le sujet qui nous est proposé, c'est « Entre performance économique et cohésion sociale, quelle place pour l'homme ?» Bon, je crois que c'est un sujet qui est certainement d'une très très forte actualité, difficile. Nous sommes dans un monde où il y a des paradoxes, mais parmi ces paradoxes où on a à la fois un développement économique, je constate qu'il y a 80 millions de pauvres en Europe, recensés en tant que tels, que les politiques publiques peinent à réguler ces différentes problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés, et que donc il faut essayer d'inventer des solutions nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, il y a des expériences, des expérimentations, des sortes de laboratoires du futur qui se mettent en place, avec beaucoup d'innovation sociale et avec des gens qui essayent d'entreprendre autrement et de conjuguer autrement l'économie et le social. Ça sera le témoignage des gens qui vont monter dans quelques instants à cette tribune, qui essayent d'être à la fois de plein pied dans l'économie, mais en même temps de défendre une certaine vision de l'homme dans l'économie. Des courants nouveaux, ceux qu'on appelle l'entrepreneuriat social, des courants plus anciens, ceux qu'on appelle l'économie sociale, mais qui, je pense, ont entre eux un certain nombre de fils directeurs, précisément d'essayer de conjuguer la performance économique et la cohésion sociale. Alors pour commencer, on va regarder un petit film sur les paniers de la mer, et ensuite j'inviterai les intervenants à me rejoindre à la tribune. Donc un petit film, Les paniers de la mer, qui est une association, et vous allez voir, qui fait partie de ces expériences intéressantes. Oui, c'est bon ? « 3h30. À Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, c'est l'effervescence dans le premier port de pêche français. Les derniers chalutiers viennent de rentrer au port pour décharger le fruit de plusieurs jours de travail. Mais chaque année, en France, la loi du marché fait que des milliers de tonnes de poissons ne trouvent pas preneur. Ils sont alors transformés en farine animale ou tout simplement détruits. La Fédération des paniers de la mer lutte contre ce gaspillage insupportable. Elle récupère chaque année près de 500 tonnes de poissons invendus. Elle les transforme avant de les donner à des réseaux de distribution d'aide alimentaire pour les personnes les plus démunies. Mais cette véritable entreprise de mariage alternatif possède une autre particularité. Elle n'emploie dans ses ateliers que des personnes en réinsertion sociale et professionnelle. J'ai appris à couper le poisson, à faire un filet, à faire du conditionnement, de la marée. Avant, je ne savais pas faire tout ça. Les salariés des paniers de la mer sont des personnes qui sont en grande difficulté vis-à-vis de l'emploi et qui ont besoin d'un accompagnement social et professionnel. On a à peu près entre 40 et 50% de réussite sur des emplois en sortie durable. Après avoir réussi son permis, avoir retrouvé un logement, avoir engagé une démarche de soins, c'est toujours une victoire pour chacun des personnes qui ont réussi ça chez nous. Voilà. Plus qu'un simple emploi, une expérience professionnelle chez les paniers de la mer contribue aussi à acquérir un savoir-faire et une vraie chance d'intégrer une dynamique de groupe. Christelle, responsable de la surgélation, est mère de 5 enfants. C'est pour se relancer dans le travail. Ouais. Comme moi que j'avais travaillé, ça fait que là ça m'a motivée, je comprends quand même le sens du travail et tout, quoi. On sait très bien que ça va stopper un jour ou l'autre, mais bon, on restera toujours en contact, tout le temps. On s'est échangé les numéros de téléphone et tout. Ah oui, oui. En tout cas, vous avez le sourire, c'est sympa. Ah oui, toujours. Aujourd'hui,
C'est jour de livraison dans le Resto du Cœur de Boulogne-sur-Mer. On est en train de faire la distribution pour les Restos du Cœur. On passe dans les 420-430 familles, ce qui représente à peu près 1000 personnes. Parfois, on a eu des coquilles Saint-Jacques, on a tout à son époque, donc c'est vrai que ça fait plaisir aux gens. Dans ce type de métier, on y va avec le cœur. Je crois qu'on a de la chance parce qu'on a trouvé des personnes qui avaient cette générosité pour s'investir. On a une utilité sociale sur le terrain de l'emploi, mais on sait aussi qu'avant de retrouver un emploi, il faut souvent regagner d'autres dimensions personnelles, retrouver confiance, retrouver le sentiment de son utilité personnelle. Et donc dans cette chaîne d'acteurs qui participent à lutter contre le chômage et l'exclusion, on est, je pense, un maillon essentiel. Voilà, si on peut nous rallumer les lumières. Donc, je pense un bon exemple pour entrer dans le sujet, un exemple concret et qui nous évitera aussi peut-être d'être simplement dans des généralités. Un exemple d'une entreprise d'insertion dont vous voyez assez nettement l'utilité sociale. Alors, j'appelle tout de suite à la tribune donc nos intervenants. Jean-Marc Borrello, qui est délégué général du groupe SOS, il va en parler tout à l'heure, et qui est par ailleurs le président du mouvement des entrepreneurs sociaux qui est récemment créé, dont il nous parlera peut-être aussi tout à l'heure. Jean-Guy Henkel. Jean-Guy Henkel est le directeur national du réseau Cocagne, Jardin de Cocagne. Je pense que son expérience va vous intéresser. Arnaud Moureau, directeur général de Ashoka France, une organisation internationale qui soutient l'entrepreneuriat social. Il vous en parlera aussi. Et enfin, Dominique Thys, administrateur délégué de la direction générale de la Maïf, qui est président également de Solidarité Laïque. La Maïf, une grande et belle mutuelle d'assurance, et il va vous expliquer en quoi une mutuelle d'assurance aussi conjugue autrement la performance économique et la cohésion sociale. Simplement pour nos débats, je vous indique qu'on va avoir quelques questions ici pour démarrer, lancer un petit peu et chauffer les intervenants. Ensuite, on a un panel qui est ici d'étudiants qui ont préparé une batterie de questions assez conséquente. J'inviterai tout le monde à être assez vif dans les questions et dans les réponses. Et puis ensuite, l'Université de la Terre prévoit que vous ayez la parole au moins à peu près pendant une demi-heure. Donc vous avez le droit aussi de réfléchir aux questions que vous voudrez poser à nos intervenants. Alors pour lancer un petit peu les choses et poursuivre ce petit film, je vais me tourner d'abord vers Jean-Marc Borrello. Alors pour être clair, je vais tous les tutoyer parce que je les connais tous, certains depuis 15 ou 20 ans. Donc leur dire vous à la tribune alors qu'on passe notre temps à tutoyer, ce serait un peu dommage. Donc je vais les tutoyer. Donc je commence par toi, Jean-Marc. L'expérience du groupe SOS, une expérience très importante. En quoi ces entreprises sociales, on en voit un exemple là, de manière générale, comment est-ce qu'elles font pour conjuguer autrement la performance économique et la cohésion sociale? Deux mots qui ont semblé longtemps un peu contradictoires, et puis il y a des gens qui essayent de dire qu'ils ne sont pas forcément contradictoires, on va essayer de les gérer ensemble. Donc, à travers le groupe SOS et plus largement ton expérience des entreprises sociales, comment ça se passe? On fait comme on peut. Avec un préalable qui est que l'économique n'a de sens que s'il est au service de l'humain. Et on a sans doute oublié ce principe de base, l'économique n'a pas de sens en soi. Malheureusement, un certain nombre de dérives ces derniers temps ont fait penser que l'humain était au service de l'économique, qui avait ses règles, ses objectifs et qui était devenu très indépendant des dispositifs humains. Alors, on fait comme un peu, c'est-à-dire qu'on arbitre en permanence entre les trois piliers du développement durable, c'est-à-dire le social, l'économique et l'environnemental. Autant dire que nous ne sommes très bons sur aucun des trois. Par contre, on essaie d'être convenable sur les trois, c'est-à-dire que
la question se pose de la création de richesse, des conditions dans lesquelles on crée cette richesse et surtout de la répartition de ces richesses. Ce qui est à peu près évident aujourd'hui, c'est qu'il y a lieu de créer des richesses nouvelles si on veut combattre les inégalités et de les répartir différemment en faisant en sorte que les créations de ces richesses ne soient pas trop attentatoires à l'environnement. Donc c'est un arbitrage permanent, journalier, entre ces trois dispositifs. La réalité économique fait que nous avons à créer des résultats. Une entreprise d'insertion comme celle que vous venez de voir et que le groupe SOS en gère 10 ou 12, la première réalité, c'est que c'est une entreprise. Donc elle doit se développer, investir, faire des résultats, faire des réserves, développer de nouveaux produits. Justement, Jean-Marc, le groupe SOS, c'est un groupe associatif au départ qui a un certain nombre de structures. On ne va pas toutes les détailler parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais vous vous occupez de gens atteints du sida, vous vous occupez de sortants de prison, vous avez tout un secteur. On peut travailler dans ce secteur-là et avoir ce qu'on a appelé dans le titre une performance économique tout en ayant des problèmes aussi compliqués et lourds à traiter. Alors, il y a deux types de performances économiques. Pour reprendre l'exemple de l'entreprise d'insertion, nous gérons en Seine-Saint-Denis un lieu qui s'appelle l'usine depuis une dizaine d'années. L'usine est une entreprise d'insertion. Elle permet de retrouver l'emploi à 70 personnes aujourd'hui. Elle est dans un territoire réputé hostile. Elle emploie des gens réputés inemployables. Depuis 10 ans, cette entreprise a fait des résultats, c'est-à-dire que la participation de l'aide publique est à peu près de 4% du montant total du chiffre d'affaires, donc c'est vraiment pas une activité dite subventionnée. Par contre, les produits sont de qualité, la politique commerciale a été efficace, un certain nombre de grandes entreprises et d'administrations ont été convaincus par le lieu, et donc cette entreprise a grandi, elle a doublé son chiffre d'affaires ces 2 dernières années. Elle a permis la création d'une nouvelle entreprise qui est un traiteur bio-équitable qui s'appelle T. J'en profite pour faire un peu de publicité. Et donc une nouvelle activité, de nouveaux emplois d'insertion et une nouvelle rentabilité. Donc oui, on peut parfaitement conjuguer l'économique et le social, c'est-à-dire avoir un objet qui est social, non pas au sens où on l'entend ici, mais plutôt au sens anglo-saxon, c'est-à-dire sociétal, qui modifie la manière de vivre de ceux qui y travaillent et de ceux qui en sont clients, et avoir une rentabilité économique. On fêtera dans quelques jours les 10 ans de l'usine. C'est une entreprise qui fait 5 à 10% de rentabilité, avec des bases de départ qui n'étaient pas gagnées en face du Stade de France et avec du personnel en insertion en très large majorité. Il faut peut-être dire, peut-être que tu montres bien la distinction qu'il y a entre rendre des services à la collectivité publique ou recevoir des subventions. Vous travaillez avec des collectivités publiques, pour autant vous n'êtes pas subventionné par ces collectivités publiques. C'est-à-dire vous rendez un service et on vous le paye. Parce que souvent il y a de la confusion quand on travaille avec le secteur public. Je crois que le terme de subvention est quasi désuet. Aujourd'hui, nous sommes sur un mode contractuel avec les collectivités territoriales, avec l'État, avec l'assurance maladie, avec quelquefois des organisations internationales, c'est-à-dire en clair, ces organismes publics nous achètent un service. Lorsqu'on gère à Paris un hôpital, dans le 19e, l'hôpital Jean Jaurès, nous sommes des prestataires de services pour l'assurance maladie et particulièrement l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France. Il s'agit bien de gestion, c'est de la gestion libre, c'est-à-dire que cet hôpital pourrait être géré par une structure à capitaux et faire des résultats. On fait des résultats, on a un service qui est pour les patients très largement supérieur à la moyenne et qui permet surtout d'accepter tout type de patients, y compris ceux qui n'ont pas malheureusement, qui n'ont pas de mutuelle de santé et qui ont tout à fait les mêmes prestations que les autres. Évidemment, nous accepterons des patients, même ceux qui n'ont plus l'aide médicale d'État parce qu'ils sont étrangers en situation irrégulière et que nous n'avons pas l'intention de les laisser mourir parce qu'une circulaire a changé récemment. Donc nous continuerons à soigner l'ensemble de ces personnes et en même temps l'hôpital est géré convenablement, c'est-à-dire que pour sa 2e année d'exercice SOS, il est aujourd'hui excédentaire en termes de gestion. Une dernière question, puis je me tournerai vers Arnaud, qui a un point de vue international sur tout ça. On a vu le film.
quand on voit ce film, quand on entend ce que tu nous dis sur le groupe SOS ou d'autres expériences, on dit c'est bien, mais en même temps, on peut se poser la question, mais ça pèse quoi par rapport au reste de l'économie? Et donc, tu présides le mouvement des entrepreneurs sociaux qui s'est créé. Comment est-ce qu'on peut imaginer que petit à petit, l'économie sociale, l'entrepreneuriat social, les gens qui essayent de conjuguer autrement, pèsent dans les choix économiques et ne ce soit pas simplement une petite marge différente, sympathique, mais qui fasse que le reste de l'économie continue sur sa lancée? Alors, le point de départ de l'économie sociale aujourd'hui, c'est à peu près 10% du PIB, 12% de l'emploi. Enfin, les chiffres varient en fonction de ceux qui les commentent, mais je crois qu'on est à peu près dans ces proportions. L'idée, en ce qui me concerne, n'est pas forcément de grignoter pour passer de 10 à 15% ou à 18%, c'est plutôt de travailler avec l'ensemble des acteurs pour que les pratiques s'améliorent de part et d'autre. On travaille de plus en plus souvent avec de grandes entreprises. Les grandes entreprises, pour un certain nombre d'entre elles, ont envie de changer leur mode d'intervention. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à quelque chose de l'ordre de la contamination croisée. On a des choses à apprendre d'un certain nombre de grands groupes. Des grands groupes ont sûrement des choses à apprendre de notre manière d'aborder la gestion des entreprises. Il faut que nous réussissions à avoir un dispositif plus raisonnable, même s'il restera des extrémistes de bord. Très bien, je me tourne vers Arnaud. Donc Arnaud Moureau est le délégué d'Ashoka France. Ashoka créé par Bill Drayton aux États-Unis. Toi, tu as un point de vue international et en plus, tu vas peut-être nous le dire, vous allez réunir à Paris en juin, venant du monde entier, des entrepreneurs sociaux. Donc, tu peux sans doute éclairer la salle. Puis on est à l'UNESCO ici, c'est quand même intéressant de ne pas regarder les choses uniquement avec une paire de lunettes françaises. À l'échelle internationale, aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, c'est quoi? Il se passe quoi? Comment est-ce que tu peux le caractériser? Bonjour à tous. Eh bien, enfin, c'est une question complexe parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de chiffres à l'échelle mondiale. On sait en revanche que c'est un secteur qui accélère et une accélération qui est très très importante. Elle ressemble plutôt à un truc exponentiel qu'à un truc très linéaire. En gros, on observe que l'entrepreneuriat social, en gros, est une notion très jeune. Hein. Encore une fois, Drayton a été le premier à vulgariser cette notion. Elle a développé il y a 30 ans. Et puis, plus récemment, on s'est rendu compte que ces différentes finalement approches de l'économie, l'entrepreneuriat social, mais bien évidemment plus historiquement l'économie sociale et plus récemment le social business, étaient finalement des choses qui se ressemblaient beaucoup, qui avaient énormément de points communs et qui sont en train de se développer partout. Je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est une vague mondiale. On observe vraiment que l'entrepreneuriat social est partout. Ashoka est présent dans 70 pays aujourd'hui. Et on se rend compte que même dans des pays où on n'est pas encore, le concept est déjà implanté. Donc c'est un mouvement vraiment de fond. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement de fond, il est porté à la fois par effectivement des gens qui se réclament plutôt de l'économie sociale ou de cette approche-là, et puis de plus en plus de gens de l'entreprise. Et je crois que l'entrepreneuriat social, c'est finalement une convergence du social et du business, et c'est d'une certaine façon un peu le meilleur des deux mondes. C'est vraiment un endroit où on peut tout à la fois être un véritable entrepreneur, s'accomplir en tant que personne, et en même temps conjuguer performance économique et impact social. Alors, est-ce que tu peux, parce qu'on a eu un exemple à Boulogne-sur-Mer, et puis Jean-Marc très brièvement a parlé de SOS, toi tu connais un peu tous les fellows d'Ashoka à l'échelle mondiale, pour que la salle voit un peu, par exemple, toi, dans les 2 ou 3 exemples d'entrepreneurs sociaux non français, mais juste en quelques mots, mais qui t'ont marqué, parce qu'il y en a qui ont eu des réussites fantastiques. Donc, est-ce que tu peux en citer 1 ou 2 pour montrer c'est quoi les entrepreneurs sociaux à l'échelle de la planète? Oui, enfin, un exemple qui me vient à l'esprit, d'ailleurs il sera là effectivement au mois de juin, il s'appelle David Green. Et David est une personne qui un jour rencontre un ophtalmo indien qui s'appelle le docteur V, parce que je vais être incapable de vous sortir son nom correctement. Et cet ophtalmo s'occupe des personnes qui souffrent de la cataracte en Inde. Et en Inde, aujourd'hui, c'est à peu près 50 millions de personnes qui souffrent de cette maladie et qui peuvent perdre la vue, qui vont perdre la vue si on n'y fait rien. Or, il existe une opération très simple qui consiste à insérer une lentille intraoculaire et à faire en sorte que la personne puisse recouvrer la vue. Donc, Green arrive, voit le Dr V qui en fait a inventé ce concept et puis opère quelques milliers de personnes, et beaucoup d'ONG se seraient contentées finalement de ces quelques milliers de patients chaque année traités et qui recouvraient la vue. Et Green regarde le truc, regarde entre guillemets le marché, se dit mais on fait quelques milliers pour 50 millions, on va jamais y arriver.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer le process? Et en gros, il se rend compte qu'il faut à la fois repenser le système des coûts, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, une paire de lentilles intraoculaires coûtait à peu près 100 à 150 $, parce que c'était le labo privé qui les produisait. Et puis, ils se rendaient compte que les chires qui faisaient ça le faisaient pas de façon structurée, qui perdaient énormément de temps à des tâches à non-valeur ajoutée. Le résultat des courses, c'est que Green se dit que plutôt que d'acheter des lentilles intraoculaires sur le marché, il vaut mieux les produire soi-même. Il va chercher des capitaux, il crée une usine. Cette usine est aujourd'hui le 2e producteur de lentilles intraoculaires au monde et les a ramenées pour un coût de production de l'ordre de 4 $. Et puis, il va commencer à retravailler la chaîne de production et puis à faire en sorte qu'il y ait des campagnes de marketing massives, etc. Le résultat des courses, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 millions de personnes qui ont recouvré la vue grâce à ça, que c'est un business model parfaitement rentable et que l'économie qui a été générée a été réinvestie dans cette approche finalement de permettre de repenser la chaîne de valeur de la production d'un certain nombre de médicaments. On y reviendra avec Dominique Tisse, le fait que l'argent soit réinvesti, non pas pris par des actionnaire, mais réinvesti dans le projet, ça fait partie, je pense, de l'économie sociale. Il va en parler. Juste un mot sur la capacité un peu peut-être d'influencer finalement les décideurs économiques, politiques de cet entrepreneuriat social. Cette semaine même à Paris, la conseillère de Barack Obama vient pour une réunion sur le thème de l'entrepreneuriat social. Comment est-ce que tu sens aujourd'hui le fait que c'est ce mouvement qui est divers, varié. Alors, quelquefois, on a un peu de mal en France parce qu'on aime bien les jardins bien à la française. Donc, c'est pas pareil en Italie, en France, au Bangladesh, aux États-Unis. Bon, c'est normal que ce soit pas pareil. Mais il y a quand même un certain nombre, je pense, de fibres communes qui sont justement d'essayer de faire conjuguer autrement l'économique et le social. Est-ce qu'aujourd'hui, les décideurs commencent à entendre un petit peu ce que ça représente? Oui, ils l'entendent effectivement. Michel Joline, qui est une ancienne d'Ashoka, est actuellement ici. Je crois qu'on est dans la parfaite fenêtre de tir pour ça. En gros, quand vous êtes dans une situation où l'État-providence est terminé, où les problèmes sociaux et environnementaux sont de plus en plus importants, si vous avez des solutions qui s'avèrent être 10, 20, 50 fois moins chères que ce que faisait l'État en étant opérateur lui-même, c'est parfaitement le moment d'expliquer à l'État qu'on ne veut plus qu'il soit opérateur, mais qu'il soit plutôt un client, comme le disait Jean-Marc, qu'il soit un facilitateur, et que finalement, l'entreprise sociale, c'est la bonne alternative de façon à déléguer finalement les services publics ou l'intérêt général, non pas au privé marchand, mais à des gens qui vont conjuguer ces deux approches-là. Merci. Alors je me tourne vers Dominique Tisse. Dominique, je pense que dans la salle, un certain nombre de gens savent que la Maïf, c'est l'assureur militant. Vous affirmez quelque chose en disant que vous êtes un assureur militant. Et la Maïf, que je connais bien, est une mutuelle qui a toujours affirmé le fait que ce n'était pas un assureur comme les autres. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, parce que vous, par rapport à ces entrepreneurs plus récents, vous avez de l'expérience, en quoi la Maïf est une entreprise qui conjugue autrement l'économique et le social? Oui, je me dis que la Maïf a été créée en 1934 et que s'il y avait eu ce débat en 1934, je crois que les fondateurs auraient été à la place des intervenants qui m'accompagnent. Et que, quelque part, la Maïf, c'était une manière d'entreprendre autrement à l'époque et qui, aujourd'hui, a réussi, puisque au départ, il n'y avait que de l'assurance automobile, 301 instituteurs un peu utopiques sont partis. Aujourd'hui, c'est 3 millions de sociétaires, dont plus de 150 000 personnes morales. Et Hugues a bien raison de parler du projet. Parce qu'il faut bien recadrer le projet des fondateurs, dans une activité concurrentielle, parce qu'on est dans une économie de marché et on avait la chance en 1934 d'avoir un marché qui était encore à défricher, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui pour les entreprises d'assurance dommages, puisque la concurrence est extrêmement vive. Et deuxièmement, on est sur un marché qui est réglementé. Ça fait 2 fois que j'emploie le mot de marché parce que, effectivement, tout en étant mutuel, nous sommes dans le marché et on ne peut absolument pas faire abstraction de ce paramètre dans notre vie de tous les jours et dans la relation avec les sociétaires. Alors, par essence même, un projet mutualiste, et le projet de la Maïf, il n'est pas le seul, bien sûr, nous avons toujours, moi ça fait 30 ans que je suis militant de la Maïf, presque 30 ans, assureur assuré, c'est-à-dire que la solidarité est une solidarité de fait en tant que sociétaire. Sociétaire, c'est un mot qui n'est pas neutre, c'est membre d'une société et on fait vivre ensemble la société pour conduire le projet qui est très simple s'il fallait le résumer. Le sociétaire a un droit de vote, c'est lui qui, dans les assemblées générales, a le droit de dire un certain nombre de choses sur la vie de l'entreprise.
Oui, mais l'essentiel du projet n'est pas, je dirais que les statuts, c'est une manière de faire vivre le projet, ce n'est pas le projet en lui-même. Le projet en lui-même, c'est la satisfaction maximale des sociétaires qui, lorsque l'aléa se réalise, ont les couvertures contractuelles les meilleures possibles. Le projet, il est basé sur la confiance, sur la longévité. Le mot de sociétaire et l'essence même du mot de mutuelle, c'est on est ensemble pour la durée. Ça, c'est notre souhait, bien évidemment, et tous les articles de presse ou toutes les études que l'on a illustrent que dans le monde de l'assurance, nous avons le taux de fidélité le plus important et d'assez loin par rapport à la concurrence. Mais on sait aussi que cette concurrence est extrêmement active, ne reste pas endormie, et il nous faut sans cesse réinventer le projet, le dynamiser. Et pour alors, justement, comment on fait ça? C'est une question qui me concerne, moi, par exemple, au titre du Crédit Coopératif. C'est-à-dire, on a un projet, puis après, il y a la réalité économique tous les jours. C'est-à-dire, il y a le marché, il y a la concurrence. Donc, comment on fait pour gérer sans arrêt un peu la contradiction entre rester fidèle aux objectifs de départ, au projet, et puis après, petit à petit, dans le temps, tout ça, ça peut se distendre. Donc, comment vous faites, vous, par exemple, à la Maïf, pour faire que depuis des années et des années, on tienne à la fois la performance économique et puis ce qu'on a appelé la cohésion sociale ici. Et c'est un combat de tous les jours. C'est pas simplement de le faire une fois pour toutes. Je dirais pas que c'est un combat. En tout cas, c'est une préoccupation quotidienne. C'est une préoccupation permanente des dirigeants de la mutuelle, qu'ils soient les représentants des sociétaires au conseil d'administration, qu'ils soient les représentants des sociétaires en tant qu'élus des sociétaires, on en a 750, ou que ce soit ce qu'on appelle les mandataires du conseil d'administration, c'est 600 sociétaires qui sont aussi dans la régulation humaine, le lien avec le sociétaire. Chaque fois qu'une situation non prévue par les textes se présente, il faut bien gérer, recevoir humainement, et le délégué départemental, il n'est pas ni pour d'un côté ni de l'autre, il essaye humainement de dénouer les fils de la situation qui est parfois dramatique. Alors, c'est vrai aussi que par rapport à l'économique, comme disait Jean-Marc, on a des comptes de résultats, il faut faire des excédents. Moi, je rêverais bien d'avoir 10% de taux de rentabilité du groupe Maïf. On n'en est pas là, on est moindre, bien évidemment, mais on a vraiment un attachement très fort au partage de la valeur. En gros, on dit toujours qu'il y a 3 parts. Partage de la valeur pour les sociétaires, parce que sur le plan tarifaire, il faut faire des efforts. On a été très attentif, même s'il y a encore des progrès à faire, ça là-dessus, on ne le dira pas, mais le tarif, il est en regard de garantie et il est en regard d'un service. C'est bien beau de vouloir toujours payer moins cher dans notre société, mais on veut à la fois payer moins cher et avoir l'hyper-qualité. Il y a des moments où il y a des contradictions. Donc nous, on choisit l'équilibre et on privilégie toujours la qualité en essayant de le faire au prix qu'on appelle le plus juste. Donc partage de la valeur pour le sociétaire, partage de la valeur pour les sociétaires et partage de la valeur pour l'entreprise. Et on approfondira tout à l'heure, mais je voudrais dire que par rapport à ce que j'entends à côté de moi, évidemment, et c'était mon introduction, il y a d'énormes besoins sociaux, il y a d'énormes besoins de chômage, il y a de la réinsertion, oui. Alors évidemment, nous, on vous dit, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on agit. D'abord, c'est vrai que par rapport aux emplois, on peut agir sur certains emplois parce que la technicité des réponses que l'on doit apporter aux sociétaires ou à la réglementation nécessite un haut niveau de connaissances, et ça, on ne peut pas en faire abstraction, sinon on ne serait plus performant et le projet Maïf tomberait à l'eau. Mais il y a, par des mécanismes internes de protection des sociétaires ou de proposition d'offres financières, il y a création d'emplois induits que les amis à la tribune peuvent réinvestir. Alors, je ne sais pas si je développe tout de suite ou on va y revenir. Mais je pense que c'est très important par rapport à la préoccupation que l'on peut avoir sur les personnes qui sont en difficulté d'insertion. On a des mécanismes indirects. Juste une dernière question avant de me tourner vers Jean-Guy Henkel, puis après on va avoir l'occasion aussi d'avoir des tribunes qui viennent, des questions qui viennent du panel et puis de vous. On a vu des entrepreneurs plutôt nouveaux. Le groupe SOS est assez récent, ce que Arnaud a cité. Bon, vous êtes là depuis plus longtemps. Alors, il y a l'économie sociale, donc historique, qui est représentée par ce secteur en France, des associations, des coopératives, des mutuelles. Puis il y a ces entrepreneurs sociaux.
quelquefois, alors c'est peut-être pas dans la salle, vous n'êtes peut-être pas féministe, mais il y a des débats qui sont un peu vifs entre ces courants-là. Est-ce que toi, qui donc est un assureur militant depuis 30 ans, ces entrepreneurs sociaux, tu te sens en phase avec eux, ces entrepreneurs qui disent qu'ils veulent changer le monde, est-ce que tu dis, bah oui, finalement, nous, il y a 30 ans, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on avait voulu faire, ou est-ce que tu penses que, malgré tout, il y a des différences sensibles entre les deux? Alors, par rapport à ce débat, je me dis, parce que nous, on est basé à Niort, je me dis parfois que l'excès de débat sur le sujet est un peu parisien. Je m'excuse de le dire comme ça. On va passer à la question suivante, parce qu'on est à Paris et que... Parce que, je vais expliquer quand même, parce que je crois que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous diviserait éventuellement. Parce que quand on regarde les situations de l'économie libérale et de ses excès, ce qui a été mentionné tout au début, il faut bien réagir, et on est plutôt du même côté, même si nos formes d'organisation sont différentes, et j'ai essayé d'expliquer pourquoi, en tout cas en ce qui concerne le monde mutualiste, il y a des différences, parce qu'on a un monde, on a des réglementations, etc., etc. On est dans un monde hyper concurrentiel. Aujourd'hui, les entrepreneurs sociaux défrichent un terrain, ils ont le mérite d'aller en réinsertion depuis une vingtaine d'années, parce que le mouvement est né en France lorsque, effectivement, la réglementation, je crois que c'était sous Michel Rocard, les entreprises d'insertion ont été créées. Et donc, ils contribuent efficacement à un problème social dramatique de notre pays, en répondant en plus, et ça c'est aussi très sympathique, on l'a vu tout à l'heure, à un besoin... Quand on prend l'exemple des paniers de la mer, ouais. À Boulogne, ça va me faire la transition pour Jean-Guy, ouais. Eh bien, on voit bien que la préoccupation écologique est la première pour essayer de les concilier. Alors nous aussi, on travaille sur le plan écologique, mais on est une société de services, donc c'est pas exactement de même nature, et notre action, elle est partiellement directe en tant qu'entreprise, mais indirecte vis-à-vis des parties prenantes. Merci Dominique, ça me fait une belle transition pour Jean-Guy, puisque Jean-Guy, donc directeur fondateur des Jardins de Cocagne, lui, dans son activité de Jardin de Cocagne, il va vous en parler, il fait de l'insertion de personnes en difficulté, mais il fait aussi du bio, puisque les jardins reposent sur du bio, donc une approche environnementale. Donc toi, tu es en plein, disons, dans les trois piliers, hein, la performance économique, la cohésion sociale et la préservation de l'environnement. Donc comment est-ce qu'on fait pour conjuguer non pas deux, mais trois facteurs qui, quelquefois, ont quand même des contradictions, parce que quand on veut être performant économique, quelquefois, et en même temps préserver l'environnement, c'est pas toujours une chose facile, on le voit bien en ce moment. Donc l'expérience des Jardins de Cocagne. Oui, bonjour. L'insertion par l'activité économique, telle qu'on l'appelle, dans laquelle j'évolue depuis longtemps, 35 ans, c'était une magnifique invention dans le cadre des politiques de l'emploi. Elle a un impact considérable. Maintenant, elle avait un certain nombre de défauts. Elle répondait de manière implicite à une demande, à une espèce de non-dit général quand il fallait s'occuper de pauvres ou de gens en difficulté. À une certaine époque, c'était moins on les voyait, mieux on se portait. La deuxième injonction, qui venait plutôt du monde de l'économique, c'était vous n'auriez quand même pas l'outrecuidance de vous installer dans des secteurs qui marchent ou porteurs. Donc quand vous acceptiez de vous cacher avec vos pauvres et de prendre un marché merdique, vous étiez les bienvenus. À partir de là, on a réfléchi au bout d'une quinzaine d'années à évoluer les choses différemment. Et en particulier, le Jardin de Cocagne, il a essayé de corriger le tir. Il a corrigé le tir comment? En s'adressant sur le pilier social au public en difficulté, en matière d'embauche et d'accompagnement. Là, rien de bien nouveau, c'est ce qu'on faisait. En développant une activité économique, et ça c'était un petit peu nouveau, dans un secteur porteur et d'avenir, puisque c'était celui des circuits courts de l'agriculture biologique. Or, si aujourd'hui nous avons été rejoints, et heureusement rejoints, ça montre que l'idée était bonne, par nos amis des AMAP, par la grande distribution qui distribue des paniers, par des gens qui font du business à Rungis à coups de panier, etc. Méfiez-vous quand même un petit peu, parce qu'entre un panier et un autre panier, il y a des différences. Voilà. Il y en a qui vont vous faire croire que c'est du panier bio, machin, etc., puis que c'est la même chose que Cocagne ou une AMAP, sauf que c'est des paniers bio qui ont été constitués à l'autre bout du monde. La seule chose qui les intéresse, c'est le cours du marché bio. Donc nous, on a essayé de travailler sur ce deuxième point. Et puis enfin,
On a été les premiers, donc au début des années 90. Alors, ce n'est pas nous qui avons inventé ça, puisque c'est nos amis, pensez pour nos amis japonais qui souffrent en ce moment, mais c'est dans des premières coopératives dans les années 60 que des gens ont inventé cette forme de circuit court, c'est-à-dire de rapprochement entre le producteur et le consommateur. Et donc, nous, on a repris ça, on y a donné une dimension sociale. Et puis, je le raconte souvent, mais j'ai le souvenir aujourd'hui, ça montre que si vous voulez un jour, vous voulez monter un projet, il ne faut pas être obstinément bête, il faut écouter beaucoup de monde, mais il ne faut pas toujours écouter tout le monde. En particulier, on m'avait dit, des consommateurs à qui tu ne vas pas donner le choix des légumes, parce que chez nous, on ne choisit pas ces légumes, c'est nous qui les choisissons pour vous. Si on n'aime pas les épinards, on a le droit aux épinards quand même. Tu t'arranges avec ta voisine ou ta copine et puis tu machin avec les épinards. Donc, c'est pas possible. Puis en plus, on vous imposait l'heure où il faut venir le chercher dans un dépôt, dans votre quartier ou passer même au jardin. Puis en plus, ce supplément, on se disait, si en plus vous pouvez tout nous payer d'avance avant qu'on ait planté un légume, ça serait bien pour la structure. Voilà. Donc, bien entendu, l'école de commerce consultée à cette époque nous a dit, tout ça ne peut pas marcher. Le consommateur aime la liberté, il aime changer, c'est un zapper, etc. Gros succès commercial. Donc, résultat des courses, on s'est trouvé dans ce premier triptyque qui fonctionnait bien, mais dont on a les autres interlocuteurs ont déjà parlé, c'est cette dimension sociale, cette dimension économique et cette dimension environnementale, puisqu'on avait fait le choix de l'agriculture bio. Mais je n'ai pas le temps de tous les machins, mais prenons uniquement cette question de l'agriculture bio, puisqu'on n'a pas encore parlé beaucoup d'environnement jusqu'à maintenant. Vous pouvez tout questionner, et c'est ça la nouvelle posture développement durable, si je pourrais l'appeler comme ça. Vous pouvez tout questionner à l'aube des 3 questions. Et là, vous allez voir la somme d'emmerdements que vous vous créez tous les jours quand vous faites ça. Alors, un adhérent consommateur, c'est intéressant économiquement. Oui, parce qu'on est en circuit court, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge qui est distribuée à des distributeurs qui sont entre. Ils payent d'avance, on a vu, donc économiquement, ça ne semble pas une mauvaise opération. Puis il s'avère qu'effectivement, contrairement à ce que nous avait dit, c'est que depuis 15 ans, on a un vrai succès commercial. Dès qu'on sort un panier de légumes, il y a 10 personnes qui veulent l'acheter. Donc il n'y a pas trop de problème de ce point de vue. Ça vaut mieux que l'inverse, hein. Oui. Faut que ça dure. Non, mais c'est pour ça que je disais qu'à un moment donné, quand l'insertion peut se mettre dans des filières plus de succès, elle n'est pas plus con que les autres, elle peut tout à fait faire des choses très bien. Si on se pose la question d'un point de vue environnemental, puisqu'on a posé la question économique d'adhérents consommateurs, c'est qu'effectivement, ce n'est pas neutre d'aller chercher pour soi et sa famille, d'aller chercher un panier de légumes bio sur son territoire produit par des gens en difficulté. C'est-à-dire que ça renforce l'humanisme du territoire, ça réinvente des formes de démocratie locale, ça permet, ces légumes racontent plein d'histoires. Le gros problème qu'on a avec tous les produits aujourd'hui qui nous entourent aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas foutu de dire dans quelles conditions sociales et environnementales ils ont été produits. Un panier de jardin de cocagne, c'est l'occasion de raconter plein d'histoires dans le machin. Et puis, d'un point de vue social, à un moment donné, c'est respecter, et j'y reviendrai si on parle des publics en difficulté, des pauvres, enfin les gens qui sont dits exclus, c'est un grand respect pour eux aussi de travailler en agriculture bio. Parce qu'on est plus près de la terre, et puis en même temps, on ne les fait pas utiliser des produits chimiques. Quand quelqu'un arrive déjà avec des problèmes de toxicomanie, de sortie de tôle, d'alcoolisme, de surendettement, de non-formation, de je ne sais pas quoi, à un moment donné, si en plus on l'intoxique avec des saloperies, ce ne serait quand même pas très judicieux. Jean-Guy, une question, Jean-Marc Borello, que vous avez entendu tout à l'heure, et puis les jardins de cocagne, et puis d'autres, une des choses qui les caractéristique, c'est qu'ils ont de l'ambition, ils veulent se développer et ils n'ont pas envie d'être simplement sur le small is beautiful. Donc, les jardins de cocagne, ça se développe. C'est-à-dire que ça a démarré par 1, 2 jardins, puis aujourd'hui, tu vas nous dire combien il y en a. Comment on fait pour mettre en œuvre un projet ambitieux et gérer un développement comme ça qui nécessite de trouver du foncier, des terrains, qui nécessite d'avoir des financements, d'avoir des plans de financement qui sont de plus en plus lourds, parce que quand on fait un jardin, 2 jardins, c'est bien. Quand on en fait beaucoup, c'est autre chose. De diversifier votre activité. En quelques mots, comment est-ce qu'on fait pour avoir un projet entrepreneurial qui veut peser vraiment sur les choses et pas simplement être un témoignage sympathique dans un coin? Alors, se pose un problème. Enfin, tu me poses une question monstrueuse et il faut que je réponde en 4 mots. C'est ça le... Bon, on l'a vu hier au recrutement des nouveaux fellows d'Ashoka, identifier des gens qui ont des beaux projets sur les territoires, il y en a beaucoup.
admettons que c'était un beau projet, Jardin de Cocagne, dans cet est de la France au début des années 90. Il semble, puisqu'a priori, beaucoup de gens ont voulu faire la même chose. Maintenant, ce que j'ai appris et ce que doit comprendre un entrepreneur social qui veut dupliquer, c'est que ce n'est pas parce qu'on a été merveilleusement bon sur un territoire qu'on va l'être sur d'autres. C'est-à-dire que c'est un autre métier de gérer un développement. Donc, on a réfléchi à toutes ces stratégies-là et on y réfléchit toujours aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le gros problème qu'on a tous. Les 3 qui ont été recrutés, les nouveaux à Choca demain, les 3, ils doivent travailler sur cette question. Oui, l'idée est bonne. Oui, le monsieur ou la dame, il semble pas mal. Avoir cette capacité, cette niaque, cette énergie pour le faire. Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? Et en l'occurrence, il faut être très stratégique. Et là, en l'occurrence, on en discutait hier aussi avec Jean-Marc, c'est que... Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que votre mode de développement, c'est une forme de franchise, d'une certaine manière. Voilà, c'est-à-dire que vous choisissez des gens sur Il y a une vraie réflexion stratégique à avoir avant de démarrer plein pot. Parce qu'au début, on rêve de quoi? On rêve d'un système très centralisé et franchisé. Parce qu'à un moment donné, on se dit, il n'y a pas de raison que moi, je ne suis pas le McDo de la bio, quoi. Tu vois? Et je vais machin. Mais en l'occurrence, dans tout ce que nous ont dit les précédents interlocuteurs, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est aussi une posture particulière. C'est aussi laisser une responsabilité, une confiance à l'homme. Donc, assez antinomique avec le système totalement centralisé et franchisé. Pour autant, si on ne fait pas quelque chose de commun, si on n'accepte pas des règles communes, c'est du n'importe quoi. Donc, il faut trouver un cheminement autour de ça. Donc, nous, on a quasi, oui, dans notre jargon, on appelle ça l'essaimage souple ou franchisé. On est à cette limite-là. C'est-à-dire qu'à Cocagne, on s'est fixé des exigences. Pour porter le label Jardin de Cocagne, il faut répondre à des chartes, mais pas une charte qui dit un engagement éthique où tout le monde est d'accord, remettre l'homme debout. Qui disait qu'il n'est pas d'accord? Marine Le Pen, peut-être, je ne sais pas, puis je ne suis même pas sûr. Donc voilà, qui ne serait pas d'accord. Non, c'est des exigences. Est-ce que tu travailles en bio? Est-ce que tu as une certification? Est-ce que tu as un accompagnateur social professionnel qui est diplômé, qui est capable de faire ça et non pas comme un bénévole avec son grand cœur? Est-ce que tu as des adhérents consommateurs et une animation commerciale digne de ce nom avec un plan de communication? Est-ce que tu es ancré sur le territoire et tu travailles avec le secteur? Alors pour répondre, et puis la dernière phrase, c'est que ce cheminement-là montre qu'un développement d'organisation, il passe par 3 éléments importants qu'il faut toujours avoir en tête. C'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est ce qu'on essaie de faire à Cocagne, même si ce n'est pas facile tous les jours. C'est comment la structure, n'importe quelle structure la plus paumée qu'on a à Cassagne-Bégonès, à 80 bornes de Millau, comment elle va être extrêmement impactante sur son territoire. D'un point de vue social, machin. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit bien gérée. Il faut qu'elle fasse un bon travail social, etc. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'elle a besoin, s'il y a d'autres jardins dans la région, qu'ils travaillent ensemble. Donc il y a une vocation de type régional. Un réseau, ce n'est pas un truc des ordres de Paris qui déboule toute la journée. Donc il y a aussi cette mutualisation et cette intelligence locale qu'on va essayer de trouver à travers le dimensionnement régional. Et puis si on fait un réseau national et qu'il y a des tribunes à Paris, c'est pour arriver plus justement à faire avancer avec d'autres, le mouvement des entrepreneurs sociaux, Ashoka et bien tous les acteurs de l'économie sociale, comment on va impacter encore un peu plus au niveau national et au niveau mondial. Jean-Guy, avant de passer la parole au panel, 3 chiffres. Il y a combien de jardins? Vous faites combien de paniers? Ça coûte combien le panier? Et même, j'en rajoute un 4e, il y a combien, vous insérez combien de personnes? Alors, je commence par la fin. On fait travailler, aujourd'hui, c'est une petite entreprise de 4000 personnes. Alors, l'autre question, il y a 111 jardins, le 111e. Donc, ça fait un peu plus d'un par département. Si on raisonne, on en a 36 qui sont en étude de faisabilité. On en ouvre à peu près 12 par an. Je pensais que ça allait se calmer un petit peu un jour. Ça ne fait que s'amplifier. Donc aujourd'hui, c'est 5 demandes par semaine pour monter des jardins. Donc ça nécessite de... Voilà. Donc le nombre de gens, le nombre de paniers. Le nombre de paniers, en général, un jardin de Cocagne classique, il y a du petit, parce qu'on ne fixe pas forcément, les adapte au territoire. Donc le plus petit jardin, il doit livrer 100 familles par semaine. Et puis le plus gros, aujourd'hui, il est à 1000. Et un panier, ça coûte en panier, valeur moyenne à peu près. Il y a des demi-paniers, des paniers, mais en gros, en fonction de quand on est à Raspail, on se permet de les vendre 15 €. Quand on est en province, 12 € parce qu'ils savent le prix des carottes, eux. Très bien, merci. Donc, le schéma des universités de la Terre, c'est qu'il y a des étudiants qui ont préparé des questions
pour les intervenants de la tribune. Donc, ils sont devant nous. Là, vous les voyez de dos. Donc, je leur passe la parole à eux de voir dans quel ordre ils veulent y aller. On a 20 minutes à peu près, 20-25 minutes de questions. Après, c'est vous, la salle, qui pourrez poser des questions. Il faut qu'on aille vite. Donc, première question du panel. De ce côté. Bonjour. Vous dites de quelle université? Pauline Jonner, du Master Développement Durable de HEC. HEC. J'avais une question pour Monsieur Borrello. Alors, en fait, on remarque qu'il y a quand même une convergence en ce moment entre les États, les associations, les entreprises, que leur rôle se mélange, que les frontières deviennent floues. On parle même de modèle hybride. Et en fait, aujourd'hui, entre votre expérience du privé et du public, quelle est la répartition des rôles pour les questions de responsabilité sociale, de développement durable aujourd'hui, pour y répondre? Vaste question, Jean-Marc. Hein. Mes expériences précédentes, je suppose que vous faites allusion au fait que j'ai été fonctionnaire pendant 10 ans, puis patron d'entreprise, etc. Et que depuis plus de 25 ans, je dirige SOS, mais c'est cumulatif parce que voilà. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour sortir d'un certain nombre d'impasses économiques, sociales, écologiques, il faut faire de la co-construction. Personne n'a de légitimité ni de compétences à faire seul. Ce que nous expliquait Arnaud, c'est qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, nous sommes des prestataires de services plus économes et plus efficients que si les services étaient gérés en direct par de grandes organisations internationales ou publiques. Donc, nous sommes vraiment dans l'idée de prendre ce qu'il y a de mieux, l'intérêt général, évidemment, avec des techniques qui permettent, dans la gestion d'une entreprise, d'être le plus efficient possible. Et les entrepreneurs sociaux, et particulièrement ceux d'Ashoka, essaient depuis longtemps de mesurer et de rendre compte de l'impact social ou sociétal des actions entreprises. Donc, d'une part, mesurer l'impact en termes qualitatifs. Qu'est-ce que ça a changé après qu'une action ait été entreprise pour ceux qui ont été concernés? Et deuxièmement, l'impact quantitatif, parce qu'effectivement, avoir une idée et faire une expérience formidable dans son village, c'est sympa. Mais si au-delà du village, des dizaines de milliers de personnes peuvent bénéficier de cette expérience, c'est encore mieux de la développer. Donc, Jean-Guy vient de nous expliquer comment, à partir d'une idée qui est née dans l'Est il y a quelques années, il arrive aujourd'hui à salarier 4000 personnes. Je crois que le dispositif est toujours le même, c'est-à-dire que nous devons absolument co-construire à partir des réalités du terrain. Et lorsqu'on parle de développement économique, moi je suis régulièrement dans des régions de France ou du monde d'ailleurs, où on part de la réalité, c'est-à-dire un territoire, des gens, des niveaux de formation, des compétences historiques ou pas, et avec ces compétences, que peut-on imaginer pour créer de la valeur? Alors, ça fonctionne à Saint-Dizier, dans un quartier compliqué où j'étais il y a 3 semaines. Ça fonctionnait assez bien dans un bidonville indien près de Delhi où j'étais il y a 15 jours. Et ça fonctionne aussi à Kaboul, en Afghanistan, où j'étais la semaine dernière, et où on voyait comment le microcrédit... C'est toujours sur les routes, Jean-Marc? C'est ça, mais je passe mon temps où je me promène, où je fais de l'animation sur les foires. Donc évidemment, la vraie question, c'est qu'on part de l'individu, on part du territoire, on essaie de réunir l'ensemble, et à partir de là, on voit, 1, comment créer de la richesse, et 2, comment la répartir. C'est pas très compliqué de mettre l'économique au service de l'homme. Il faut partir de l'homme, évidemment, en prenant en compte toujours ces 3 piliers, y compris l'environnemental. Mais c'est vraiment ce dispositif qui permet, j'allais dire, dans toutes les situations, je suis toujours étonné sur le plan national, d'une multiplication d'expériences formidables sur le territoire, où les entreprises, les organisations non gouvernementales et les collectivités territoriales ont imaginé des dispositifs absolument formidables pour créer de l'activité, de l'emploi et de la richesse, et d'une incapacité à faire des politiques nationales
qui intègre ces dispositifs. Alors c'est un mystère que je ne m'explique pas après 35 ans. Ça fonctionne sur le territoire et on a beaucoup de difficultés à faire des politiques nationales à partir de ça. Simplement, avant de prendre la question suivante, bon, on n'a pas le temps d'aller au fond des questions, mais c'est vrai que la toile de fond de la difficulté des finances publiques dans laquelle nous sommes peu ou prou en France et en Europe, vous suivez comme moi ce qui se passe au Portugal, en Espagne, etc. En France, on a des collectivités locales, dont notamment celles qui sont en charge du social, qui s'appellent les conseils généraux, sont dans des situations financières vraiment difficiles. Et donc, votre question est tout à fait fondée. C'est-à-dire comment on fait pour inventer finalement un certain nombre de solutions qui répondent à des enjeux d'intérêt général et sociaux dans des articulations entre ce monde de l'entrepreneuriat social et des collectivités publiques sur une toile de fond d'argent public qui est soit moins disponible ou plus exigeant sur le retour sur investissement. Je donne simplement ce chiffre sur la partie subventionnelle. Chaque fois qu'il y a 1% de subvention en moins en direction du monde associatif, c'est 350 millions d'euros. Et quand on regarde les dernières années, le recul, il est commencé et il se poursuit. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'inventer des modèles économiques. Et ce mot modèle économique, je pense, est central dans les discussions. Quel modèle économique on invente pour faire que ces entreprises sociales puissent fonctionner? Deuxième question du panel pour la table ronde. Allez-y, vous vous présentez. Oui, je me présente donc Amélie Waro. Je suis en deuxième année de cycle préparatoire à l'Institut supérieur de l'environnement basé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Très bien. Donc ma question s'adresse à Monsieur Dominitis. Vous vous intéressez particulièrement à l'économie sociale, à la responsabilité sociale, sociétale et au développement durable. Selon vous, est-ce que ces trois notions ne sont pas, au fond, trois mots différents pour désigner la même chose? J'entends profitabilité, respect de l'environnement, dignité de l'humain. Où vous voyez dans ces trois concepts les différences notables. S'ils diffèrent, comment les articuler entre eux? Économie sociale, responsabilité sociale, développement durable, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Comment ça se conjugue? A priori, il y a trois expressions différentes. Ça veut dire a priori que les sens sont différents. Et je serai plutôt sur cet aspect des choses. Quand on prend économie sociale dans le grand public, l'économie, c'est ce qui rapporte des sous, le social, c'est ce qui fait dépenser. C'est un vrai contresens parce que, étymologiquement, le mot économie, éco, gestion, nomios, le foyer, gestion du foyer. Et donc, quand on gère quelque chose, quand on gère une entité, bien évidemment, c'est dans une recherche de cohésion sociale. Donc, l'économie sociale, aujourd'hui, elle est identifiée par des statuts. Vous avez constaté tout à l'heure que dans mes propos, certes, les statuts existent, oui, nous les faisons vivre et le mieux possible, et j'ai très rapidement esquissé ce que l'on faisait, mais j'ai bien dit que le projet, il était ailleurs. Donc l'économie sociale, c'est bien un projet avec des personnes pour construire, pour nous dans le domaine de l'assurance, quelque chose. Le développement durable, imagine-t-on un développement qui n'ait pas vocation à être durable. Donc le développement durable, c'est une finalité que l'on recherche sans cesse à atteindre, et qui n'est jamais terminé compte tenu que la vie apporte des tas d'aléas et des tas de nouvelles questions. Et on voit bien, ne serait-ce qu'avec le tsunami au Japon, que des questions qui étaient un peu reléguées sur la sécurité nucléaire reprennent force et vigueur dans une intensité dramatique que l'on partage avec les Japonais. Donc là, le développement durable, c'est vraiment un objectif. J'imagine mal que mes amis entrepreneurs sociaux disent « Ah ben, j'ai envie de me développer, mais pas dans la durée ». Alors, la vraie question pour moi, c'est la pratique de la responsabilité sociale, parce que c'est par cette pratique de la responsabilité sociale de la structure, de l'entreprise, que l'on parviendra à un développement durable qui s'appuie sur les trois piliers. Il n'y a rien de nouveau, ça a déjà été dit, pilier économique, pilier social ou bien pilier environnemental. Donc la vraie question qui, après, se pose pour moi, c'est comment on évalue la responsabilité sociale de l'entreprise. Et pour ce qui concerne la réglementation en général, vous savez qu'il y a les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance qui construisent les rapports de développement durable. Après toutes les crises financières du début des années 2000, la loi, en tout cas en France, la loi des nouvelles régulations économiques a obligé les sociétés cotées à rédiger des rapports de développement durable, mais il n'y a pas eu de démarche contraignante. Nous, on n'est pas concernés, on en a fait un. Nous, on a, je crois, une pratique de fond qui ne s'appuie pas vraiment sur la mode. Parce que dans les 10 ans qui viennent de se passer, ça fait 3 fois
que l'on réalise une évaluation de nos pratiques de responsabilité sociale sur l'ensemble des relations avec toutes les parties prenantes, toutes quelles qu'elles soient. Les clients, les entreprises partenaires, les droits humains, enfin tout ce que vous pouvez connaître par ailleurs. Et la direction générale a décidé que tous les 4 ou 5 ans, il y aurait une évaluation extérieure. Là, on vient d'avoir les résultats. Hein. J'ai prise, mais c'est un gros paquet, on a des synthèses. Ça passe devant le conseil d'administration au mois d'avril. Et à partir de là, puisqu'on a un regard extérieur qui est le plus objectif possible par rapport à ses propres critères, on a, je crois, une meilleure posture que l'indulgence naturelle que l'on a par rapport à soi-même, ou bien parce que l'on donne priorité à d'autres projets qui sont tout aussi nécessaires. Et donc, il est important de redynamiser la problématique dans l'entreprise de responsabilité sociale, et le regard extérieur, pour ça, pour nous, est un vrai atout, ce qui n'est pas une pratique anglo-saxonne, parce que je suis déjà allé dans des conférences au Canada, ils sont beaucoup sur l'auto-évaluation par eux-mêmes, mais je vous jure que l'audit extérieur, en ce moment, c'est Etifinance. Avant, c'était Vigéo et avant, c'était le bilan sociétal. Bon, Etifinance est une scope. Je vous jure qu'ils sont rigoureux. Et si vous prenez Vigéo, je vous jure qu'ils sont aussi rigoureux. Mais après, il y a des appels d'offres et c'est sur des critères de qualité. Et si on a choisi Etifinance, c'est parce qu'en plus, ils nous proposaient une comparaison des pratiques à partir des documents publics avec des entreprises d'assurance ou de services bancaires que nous avons choisis avec eux. Il n'y avait pas ça chez Vigéo, donc c'est Etifinance qui a eu le bilan. Toujours est-il que c'est bien l'évaluation des pratiques qui est importante. Ça, c'est fondamental, la pratique. Et je pourrais être long, mais je crois que les autres ont beaucoup de choses à dire aussi. Non, je pense que dans les trois termes, certains à ces tribunes parlent aujourd'hui du langage de la preuve. C'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est que par rapport à... Moi, il y a 25 ans, quand j'étais dans l'économie sociale, c'était moins fort. Mais aujourd'hui, je pense que vous tous qui êtes dans cette salle, vous voulez qu'on vous rende compte. C'est-à-dire, vous nous dites, on est économie sociale, vous nous dites, on est entrepreneur social, vous nous dites, on est responsable. D'accord, mais, entre guillemets, montrez-le. Rendez compte, faites qu'on puisse nous avoir un jugement sur le fait de savoir si c'est vrai ou pas vrai, pour regarder dans quelle mesure ce n'est pas ce que certains appellent du social washing pour une partie ou d'autres. Et donc ça, c'est un mouvement durable, c'est-à-dire le fait, nous allons tous être amenés à pouvoir rendre compte, à évaluer cette approche entrepreneuriale qui conjugue autrement économie, environnement et social. Troisième question, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle part, de ce côté-ci. Oui, allez-y. Vous êtes de quelle école ou université? De l'ESCP et la Sorbonne. Subdeco Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Parce que tout le monde ne sait peut-être pas forcément ce que c'est que ESCP. Oui, ça change tous les ans. C'est une question pour Parlez Monsieur bien Moureau. dans le micro qu'on vous entend. C'est une question pour Monsieur Moureau. Vous avez dressé le constat de la crise de l'État-providence et vous dites que l'économie sociale s'est développée pour venir pallier à ce défaut. Donc, dans quelle mesure l'économie sociale ne vient pas redoubler la crise de l'État-providence en faisant en sorte que si c'est pris par quelqu'un d'autre, l'État le délaisse? Et dans quelle mesure, si vous arrêtez de croître, vous n'êtes pas... mettons que vous arrivez à représenter 20%, et là il y a une asymptote, vous ne croissez plus. Et est-ce que vous n'êtes pas l'instrument de légitimation du capitalisme qui est prêt à supporter ce coût de 20% de concurrence sur le marché? Voilà une question qui, au moins, ne lisse pas dans le sens du poil. Merci. Bravo. Bonjour, parce qu'en fait, on a fait la même école, donc c'est le SCP Europe maintenant. Donc on peut se tutoyer, pareil. Non, c'est une bonne question. Maintenant, je pense qu'il n'y en a pas un aujourd'hui là qui a envie d'être un alibi du grand capital, ni même de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il faut juste faire des constats. Les constats, c'est que les problèmes sociaux, environnementaux sont en train de croître à une vitesse qu'on n'a jamais connue, que les inégalités n'ont jamais été aussi fortes, et que les systèmes traditionnels sont en train de faillir. Donc les systèmes traditionnels, c'est l'économie traditionnelle, le libéralisme économique est en train de se planter correctement. Le système étatique de l'État-providence est en train de se planter, pas uniquement chez nous, mais partout. Enfin, le constat qu'on est en train de faire est un constat mondial. Ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'il y a des femmes et des hommes qui sont en train de se lever et qui sont en train de refuser cette situation, qui sont en train de proposer des alternatives. Alors, je crois qu'avant de se poser la question de savoir si ils sont la caution de tel ou tel, la question c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on augmente très significativement ces acteurs de changement. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire que
C'est même pas une histoire de définition de économie sociale versus entrepreneuriat social versus économie sociale et solidaire ou que sais-je. C'est la question de se dire, est-ce qu'on veut rester dans une situation où il y a une toute petite partie des gens qui décident pour tout le monde et une autre toute petite partie qui essaye de réparer ce que la première partie a fait de mal, ou est-ce qu'on essaie de créer un mouvement où chacun se sent responsable et investi de contribuer finalement à ce que les choses aillent mieux? Et je crois qu'il faut accepter les différences. On est tous différents dans cette salle. On a tous des aspirations, des appétits, des motivations différentes. En revanche, je pense que si on est capable de tous mettre nos envies, nos motivations, nos passions au service de la résolution de ces problèmes, si on est capable de dépasser nos différences et si on est capable effectivement de repenser les choses ensemble, alors on peut être très très optimiste. Et moi, c'est ça que j'ai envie de retenir aujourd'hui. S'il était là, et d'ailleurs au congrès fondateur du mouvement des entrepreneurs sociaux, Patrick Vivray a quelque chose que j'aime bien parce qu'on le mémorise. Il parle du rêve, résistance, expérimentation, vision. Et je pense que les gens qui sont à cette table, à un moment, et peut-être vous, non, il y a effectivement un enjeu de résister à un certain nombre de choses. Stéphane Hessel est, au moment où on est là en train de parler quelque part dans l'immeuble, bon, on voit bien qu'il y a ce désir de résistance, mais s'indigner et résister, ça ne suffit pas. Et finalement, ce que montrent les entrepreneurs sociaux, ce que montre l'économie sociale, c'est qu'une fois qu'on a dit, mais ça ne va pas, 80 millions de pauvres en Europe, ce n'est pas acceptable, il faut faire quelque chose. Il faut passer à l'acte. Et pas simplement, parce que ça, c'est fini, se tourner vers une puissance supérieure qui s'appellerait l'État en disant résolvez le problème. Donc résistance, expérimentation, donc entreprendre, innover, passer à l'acte. Et puis une certaine vision quand même, c'est-à-dire que derrière ça, effectivement, il y a une vision et on est à l'Université de la Terre ici, on dit que l'homme, quelle place pour l'homme, c'est le titre d'un. Il y a une vision qui consiste à faire en sorte que l'économie fonctionne peut-être un peu autrement dans les 50 prochaines années qu'elle a fonctionné dans les 2 ou 3 dernières décennies et surtout dans les dernières périodes. Je vais rajouter 30 secondes parce qu'effectivement, je pense qu'on parle beaucoup d'économie sociale, d'entrepreneuriat social, etc. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'économie classique non plus n'est pas fondamentalement mauvaise. Il y a énormément de gens qui montent des PME, des TPE, même des grandes entreprises qui sont vertueuses. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter simplement de mettre les gens les uns contre les autres. Il faut restaurer de la confiance, et de la confiance, encore une fois, dans la capacité des acteurs économiques au sens large de produire du changement. Simplement, je pense que les entrepreneurs sociaux, l'économie sociale souhaitent d'être d'une certaine façon des pionniers, des éclaireurs sur ce mouvement-là et sont d'une certaine façon une sorte de laboratoire d'expérimentation. Maintenant, si on n'arrive pas à créer les courroies de transmission pour augmenter considérablement l'impact des entrepreneurs sociaux, on restera effectivement des amuseurs. 4e question, à vous. Quelle école? Quelle université? Bonjour, Jordan Trombetta, je suis élève à l'École normale supérieure. Normale sup. Ouais, et je suis adhérent, enfin membre du REFED, le réseau français des étudiants pour le développement durable. Et donc ma question en fait s'adresse à tout le monde. Je voudrais savoir de quel œil vous voyez l'émergence de ce qu'on appelle le social business, qui a été mis en avant par Younous. Est-ce que vous inscrivez dans ce modèle économique ou vous êtes en opposition? Alors on va demander peut-être à Arnaud qui et c'est celui qui... Il va partir Arnaud? Non, pas tout de suite, non, t'as encore un moment. C'est peut-être toi qui as la vision en tout cas, parce que peut-être que ce qu'on pourrait faire, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur les mots, et c'est dommageable, parce que du coup on ne sait pas toujours bien. Peux-tu donner une définition du social business? Non, en fait. Je suis désolé, mais non, je peux pas. Enfin, il y a la définition du Younous qui court et qui consiste à dire que c'est pas de profit, pas de dividende. Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu... Alors attends, parce que moi, je vais en donner une. Je pense qu'il y a plusieurs écoles, mais il y en a au moins 2 qu'il faut avoir en tête. C'est celle de Younous, qui est une approche... Les 2 mots social et business, ça veut dire que ce sont des entreprises qui sont complètement sur le marché et qui vivent de leur chiffre d'affaires. Donc, je fabrique avec Danone des yaourts, je les vends le moins cher possible, mais c'est du chiffre d'affaires et je dois équilibrer mes comptes là-dessus. Il y a l'approche américaine qui repose sur une partie de philanthropie, c'est-à-dire des grandes fondations, c'est-à-dire que les activités sont en partie financées par de la philanthropie. Ce n'est pas du chiffre d'affaires, c'est de l'apport de fonds sous forme philanthropique, qui sont déjà 2 approches que souvent on confond, qui ne sont pas forcément les mêmes. Celle qui est la plus connue aujourd'hui, c'est-à-dire celle de Younous, c'est
je suis une entreprise qui a une finalité sociale, qui doit gagner de l'argent et qui réinvestit cet argent dans l'entreprise et qui n'a pas pour vocation à enrichir ses actionnaires. Et donc la question c'était ? De quel œil vous voyez ce modèle économique? Bien, encore une fois, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, plus il y aura de gens qui vont se lever et inventer des modèles, mieux on sera. Et je pense qu'aujourd'hui, simplement, ce que vient de décrire Hugues, c'est que les acceptions sont différentes, mais l'intention est la même. Et l'intention, c'est quoi? C'est de se dire, aujourd'hui, il faut marier l'économique et le social pour avoir plus d'impact. Donc tout ce qui ira dans ce sens-là, tout ce qui va dans ce sens-là depuis 150 ans avec les coopératives, etc., jusqu'aux nouvelles formes de social business aujourd'hui, et certainement des formes qu'on n'a pas encore inventées, qui existeront demain, à partir du moment où toutes ces formes vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, je pense qu'on peut ne les voir que d'un bon œil. Jean-Guy, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je ne suis pas sûr que se taper de la définition, enfin c'est normal quand on est étudiant, il faut le faire, mais ce n'est pas forcément ça la bonne entrée. En l'occurrence, moi j'aimerais simplement rappeler, puisqu'on parle de Younous, qu'on était avec lui au Salon des entrepreneurs l'année passée. Et ça rejoint ta question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lui posait la question, bon ok, ce que vous avez fait avec Grameen Bank, Danone, Bangladesh, usine à yaourt, etc., etc. Le modèle économique, effectivement, tu disais, il faut qu'il rapporte de l'argent. Pour le moment, il en perd. Hein. Donc, ce n'est pas simple non plus, parce que les rentabilités, elles se font à un certain seuil. Voilà. Mais dans sa capacité à changer les choses, il rencontre un grand producteur de chaussures allemande, à 3 bandes. Ce type demande à le voir. Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui dit rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'es qui, toi, avec tes 3 bandes, tes milliards, et tu crois quoi? Donc, à un moment donné, ils réfléchissent, ils discutent, puis il lui dit, bah, écoutez, si vous faites des chaussures, à ce moment-là, pourquoi vous ne feriez pas des chaussures pour ceux qui n'en ont pas? On a comptabilisé pratiquement 1 milliard de personnes sur cette planète qui n'ont pas de chaussures. Donc, auquel cas, faites des chaussures pour les gens qui marchent pieds nus. Mais ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas un rond. Donc, il faudrait faire des chaussures à $1. Donc les ingénieurs, les machins, etc. Et c'est là qu'on voit la capacité invraisemblable quand une machine infernale d'une immense entreprise se met au service, non pas de comment je vais entuber le consommateur en lui vendant des saloperies à $100, mais comment je vais faire justement des chaussures à $1. Donc il repart et 6 mois après, il revient et lui dit « On a trouvé une solution révolutionnaire pour faire des chaussures pas chères. » Et là, vous croyez qu'il arrête, Younous? Mais non, il en remet une couche en disant « Je me suis renseigné sur les gens qui marchent pieds nus, ils ont un problème. Ils développent pratiquement tous une maladie de la voûte plantaire. Il faudrait que non seulement elle soit à $1, non seulement qu'elle soit très accessible, mais en plus qu'elle les soigne. » Et donc, à un moment donné, et moi, ce dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est que le triptyque, alors on l'a fait dans nos petits jardins, d'autres le pratiquent aujourd'hui. La vraie solution aujourd'hui, eu égard aux enjeux qui nous arrivent sur la tronche, mais à tous, on peut être le plus grand patron du CAC 40 ou un milliardaire, la crise écologique, la crise économique, la crise énergétique, il va se la prendre dans la tronche comme nous. Ça va faire un peu plus mal quand on est pauvre, certes. Mais en l'occurrence, il faut pouvoir régler les choses autrement. Et il ne s'agit plus de savoir 10% économie sociale, social business, etc. C'est que les grandes entreprises que nous rencontrons aujourd'hui, qui étaient sur un mode très philanthropique, ne le sont plus. Et pourquoi? Parce que ces immenses organisations de 300, 400 ou 1 million de personnes, les patrons savent très bien que dans les 10 ans qui viennent, ils ne pourront plus les gérer comme ça, aussi bien en interne que dans leur vision externe. Donc ils n'ont pas le choix. Et c'est en ça qu'effectivement, ça va être un immense mouvement de transformation, ou alors c'est plié, parce qu'on sait que c'est très limité dans les 20-25 ans. L'humanité, elle rencontre quand même un problème qu'elle n'a jamais rencontré. Dans les 25 ans, il faut régler des problèmes immenses. Jean-Guy, voilà. Donc, en l'occurrence, le triptyque, pour répondre au triptyque qu'on disait écologique, social, environnemental, il y a un autre triptyque, c'est celui d'une société civile qui s'associe avec les pouvoirs publics et qui s'associe avec le monde de l'économique et de l'entreprise. Parce que tout le monde, plus personne n'a le choix, que je sois un simple consommateur, un grand patron ou un responsable des pouvoirs publics. Dominique, un mot sur, tu voulais dire un mot sur ce... Oui, enfin, je crois que ce que vient de dire Jean-Guy sur le triptyque pouvoir public, société civile et le troisième, l'entreprise. Je crois que nous, en tant que mouvement mutualiste, les pouvoirs publics, c'est ceux qui organisent la réglementation. Mais on n'est jamais subventionné. La société civile, les mutualistes, ont construit eux-mêmes
leur mutuelle. Les coopérateurs ont construit eux-mêmes leur coopérative et les membres des associations le construisent eux-mêmes. Et la philanthropie n'est pas pour nous un modèle idéal. Alors, la crise de la philanthropie, comme elle vient d'être exprimée, je la partage, mais s'il faut attendre qu'il y ait des riches qui consentent à donner un peu d'argent pour qu'il y ait moins de pauvres, je pense que la société est mal partie. Et tout à l'heure, j'ai esquissé le fait qu'on a des créations d'emplois directs en tant qu'économie sociale. On sait tous que les mutuelles santé, les coopératives se développent, les mutuelles d'assurance aussi. Alors après, il faut revenir au projet. Est-ce qu'elles sont fidèles au projet? C'est une autre question. Mais quand elles sont fidèles au projet, on n'est pas les seuls à la Maïf, mais on a quand même le sentiment d'être parmi ceux-là. On a quelque part, dans l'économie de marché, le souhait de servir l'intérêt général. Je vais prendre un exemple. Tu m'autorises? Très court. Il y a 15 ans, la garantie corporelle, tout risque de la vie quotidienne. On a inclus ça dans l'ensemble de nos contrats. On a inclus le service à la personne. Alors, selon les niveaux de garantie, c'est plus ou moins intense. Mais par ce biais, on a fait créer des emplois dans des associations dont c'était la spécificité d'insérer des personnes, les former pour qu'ils puissent rendre service aux sociétaires accidentés quand il y a des grands besoins. Et en Poitou-Charentes, ces associations sont venus par l'intermédiaire du délégué général de la CRES Poitou-Charentes, venus voir la Maïf en disant « Vous avez une expérience, est-ce que vous pouvez nous aider à construire des référentiels qualité pour que dans notre formation, on puisse vraiment axer sur les besoins essentiels ?» Voilà un exemple, j'en ai encore plein d'autres, mais de contributions qui ne se voient pas, mais qui sont quand même bien réelles, et on irrigue aussi des créations d'emplois et de l'insertion de manière indirecte. Alors j'ai d'autres exemples, mais j'arrête là. Dans ce que Jean-Guy a dit tout à l'heure, en tout cas, moi, à titre personnel et en tant que crédit coopératif, nous sommes convaincus que ce qui se passe déjà un moment, mais qui va s'amplifier, c'est que vous, nous, la société civile va vouloir avoir du poids sur l'économie. Et pouvoir peser sur un certain nombre de décisions, suivre ces décisions. Donc, par exemple, si on prend la banque, la nôtre, on a déjà depuis des années proposé à nos sociétaires, s'ils veulent placer leur épargne d'une certaine façon, de pouvoir affecter une partie des produits de leur épargne à des projets qui leur paraissent correspondre à la société dans laquelle ils ont envie de vivre, l'épargne solidaire. Et on fait un gros travail aujourd'hui sur la traçabilité de l'argent, qui est un enjeu essentiel, c'est-à-dire quand vous avez de l'argent à la banque, qu'est-ce qui sert à financer? Est-ce que ce qui sert à financer convient à l'idée que vous vous faites du monde dans lequel vous voulez vivre? Et ça va être un enjeu considérable parce que l'économie, c'est de l'argent. Et donc, où vient l'argent? Où va l'argent? Sont des enjeux considérables. Donc, sûrement, dans les années qui viennent, la société civile va chercher à peser, pas seulement sur la politique, mais aussi sur l'économie. C'est une conviction très forte et je pense que ça irrigue l'économie sociale depuis toujours, l'entrepreneuriat social aujourd'hui. Alors, je vais demander à la salle, restez prêts à avoir d'autres questions, mais là, on va voir si la salle a envie déjà de réagir. J'en ai deux, donc monsieur ici. Chaque fois, vous vous dites d'un mot qui vous êtes, si vous voulez bien. Donc, deux premières questions, monsieur et ensuite monsieur. Denis Demco, je suis le président de la Société d'histoire du solidarisme. Et la question solidarisme de Léon Bourgeois, je reviens au familistère de Guise. On a un exemple industriel qui a réussi, où l'ouvrier était détenteur du patrimoine de l'entreprise. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir un modèle où l'ouvrier sera détenteur de son moyen de production sous le mode, ce modèle existe depuis des décennies. Il s'appelle les coopératives de production, qui sont devenues les sociétés coopératives participatives, les SCOP, dans lesquelles les salariés sont en même temps associés. C'est ce qu'on appelle la double qualité. Je suis salarié de mon entreprise, mais je suis associé, entre guillemets, pour faire court et comprendre, je suis actionnaire, c'est-à-dire que cette entreprise est à moi et je désigne les dirigeants de cette entreprise. En France, aujourd'hui, les SCOP, c'est à peu près 2000 entreprises, 35 000 salariés, très forts dans certains secteurs qui sont le bâtiment, l'imprimerie, des secteurs traditionnels, puis des secteurs nouveaux dans les services. La question qu'on peut poser derrière votre question, donc oui, ça existe et ça existe depuis des décennies, c'est pourquoi il n'y en a que 2000 et comment pourrait-on faire pour qu'on passe de 2000 à nettement plus? Parce que 2000, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un témoignage sympathique, bien intéressant, mais je rappelle qu'il y a 2 200 000 entreprises en France et donc il y a 2000 scopes. Vous voyez le chemin qui peut être parcouru. Monsieur? Oui, Paul Etchin, je suis écrivain. Avant ma question, Imbrouti, je crois que c'est Dominique, pardon, vous avez tout à l'heure, en parlant
utilisé dans le développement durable le mot durée. Ça n'a rien à voir avec la durée. Développement durable vient d'une mauvaise traduction qui vient de l'anglais, sustainable. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la durée, parce que toutes les entreprises sociales ou pas sont mortelles comme la civilisation, comme il dit Paul Valéry. Ma question prolonge la dernière question de Panel. Entrepreneurs sociaux, vous vous considérez comme faisant partie d'un marché ou d'un système qui tangue, malade, ou bien vous vous considérez comme tentative de solution à cette situation de grand malade? Et puis, n'avez-vous pas peur, si vous faites partie qu'un jour, la pieuvre capitaliste vous avale et vous engluit? Merci. Voilà une question d'écrivain, c'est agréable à entendre. Un mot sur l'aspect durée soutenable, non juste. C'est vrai qu'en anglais, développement durable, c'est développement soutenable. Et qu'on l'a traduit par... Sustainable en anglais. Ouais. Simplement, on a traduit durable. Ce qui fait aussi qu'en France, il y a des tas de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Jean-Marc, un mot sur après le prolongement de la question, c'est-à-dire est-ce que finalement l'entrepreneuriat social, je vais le reformuler à ma façon, est-ce qu'il va changer le monde ou est-ce qu'il va se faire engloutir par le capitalisme? Est-ce qu'il va changer le monde? Oui, s'il est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prime à la vertu dans l'entreprise. Quel que soit l'objectif, fût-il noble, si on n'est pas capable de gérer une entreprise, la développer, etc., l'entreprise disparaît ou reste anecdotique, et donc dans ces cas-là, on ne change pas le monde. La question, c'est évidemment que nous sommes embarqués sur le même bateau qui tangue, qui est malade, etc., et un certain nombre de choix nous concernent. Être avalé par le capitalisme, on se protège, en tout cas le groupe SOS a choisi des statuts extrêmement protecteurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter une association. C'est assez simple, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de dividende, personne n'est propriétaire de rien. À la question, doit-on partager la propriété de l'entreprise? Peut-être avec des formes de coopératives, peut-être aussi peut-on envisager de travailler sans être propriétaire de quoi que ce soit et que globalement l'entreprise n'appartienne à personne. Dans le fond, qu'elle appartienne à tous ceux qui y travaillent ou qu'elle n'appartienne à personne, ça revient au même. Donc il y a une série de protections, il y a les protections évidemment juridiques que permettent les statuts et il y a les protections d'analyse de la pratique. C'est-à-dire que je fais effectivement partie de ceux qui considèrent qu'on doit fonctionner par le langage de la preuve, c'est-à-dire démontrer comment l'euro investi a modifié la vie des gens et à quoi ont servi les résultats, comment ont été traités les salariés, quelle a été la prise en compte des clients et des impacts environnementaux. Il n'y a aucune raison que nous perdions cette bagarre, pour ne pas dire cette guerre, sous réserve de rassembler les bonnes volontés. Et encore une fois, comme le disait Arnaud, il faut réussir à se retrouver sur des plus petits dénominateurs communs. Je ne pense pas qu'il y ait les bons et les mauvais. Les mauvais sont à peu près également répartis. Si nous sommes capables de définir des objectifs communs, quel que soit le chemin qui sera envisagé, il y a des PME extrêmement performantes et extrêmement éthiques. Il y a des associations de malfaiteurs. Les statuts ne font pas la vertu. Si on est capable d'examiner les pratiques des uns et des autres et de co-construire ces partenariats publics, privés non lucratifs et privés lucratifs, je pense qu'on peut inverser la vapeur puisque nous allons dans le mur et que nous n'aurons pas le choix. Il faut freiner avant ou accélérer et changer de direction. Merci. Monsieur, ce qui caractérise quand même les gens à la tribune, c'est de se dire on n'a pas envie de rester 5 à 10% dans un coin et que les 90 ou 95% continuent comme avant. Ça, je crois que tout le monde à cette tribune est d'accord. C'est-à-dire que les problèmes sont suffisamment importants et sérieux pour se dire comment on fait pour ne pas être un jardin simplement dans un petit coin qui serait labouré autrement, mais peser globalement sur le développement économique. Monsieur qui est ici, à vous. Oui, vous m'entendez mieux peut-être comme ça? Allez-y, allez-y. Oui, Jean-Denis Bourg, je travaille à Air France. Je voudrais vous poser une question. Vous avez évoqué au début le modèle hybride qui tendrait à rapprocher les grandes entreprises ou les entreprises d'une manière générale, des ONG pris d'une manière générale également. Comment voyez-vous la possibilité de faire infléchir la stratégie des grands patrons qui subissent quand même la loi du libéralisme financier
pour les faire évoluer vers les modèles du social business. Certains cas existent, bien évidemment, mais d'une manière générale, je vois mal les patrons d'entreprise dans cette évolution. On va demander peut-être, madame, qui a posé aussi votre question comme ça, comment on va se rapprocher petit à petit de la fin. Si c'est des questions qui se regroupent, j'y ferai répondre conjointement. Allez-y. Non, non, c'est mieux parce que je crois qu'aussi il y a des enregistrements qui sont faits. Non, appuyez sur le petit bouton rouge. Bonjour, je m'appelle Françoise Novak, je suis journaliste indépendante et je me préoccupe d'humanité durable plus que de développement durable. Ma question de fond est que la problématique que vous soulevez me paraît concerner l'humanité. Je constate qu'à la tribune, sur 5 personnes, il y a 5 hommes. Est-ce à dire que les femmes n'ont rien à dire sur ce sujet ? Ou que ce qu'elles ont à dire n'est pas intéressant? Et de manière plus globale, je constate que la thématique de l'Université de la Terre, c'est bâtir une nouvelle société. J'ai eu la curiosité de compter le nombre de femmes qui sont invitées à s'exprimer. Il y en a 7 sur 65. Donc, est-ce que la nouvelle société de demain, idéale que l'on veut créer, est une société dans laquelle 90% des décisions ou des idées sont véhiculées par les hommes? Merci. Merci. Donc, évidemment, la première chose qu'on fera, c'est de répercuter auprès des organisateurs de l'Université de la Terre le fait qu'il y ait, si ce n'est un principe de parité pour la prochaine, en tout cas que ce soit quelque chose qui soit plus satisfaisant que ce qu'est aujourd'hui. Je vais évidemment pas plaider dans l'autre sens. Vous avez raison, donc dont acte. Et donc on va répercuter ça immédiatement auprès de Le Marchand et des gens qui organisent l'université. La question précédente, c'était est-ce que les grands patrons, on peut les influencer et comment est-ce que finalement c'est pas un peu du rêve de penser qu'avec tout ce qui était dit très bien à la tribune, on va peser sur ces choix économiques lourds. Arnaud, un mot là-dessus? Moi, je suis un grand optimiste, donc je pense qu'on peut les faire évoluer. Maintenant, faire évoluer un grand patron, c'est faire évoluer l'ensemble de l'écosystème dans lequel l'entreprise évolue. Donc c'est agir sur ses clients, c'est les rendre plus responsables, c'est agir sur ses actionnaires, c'est faire en sorte qu'ils comprennent pourquoi ils investissent et à quoi sert tout ça. Et c'est aussi montrer aux nouveaux patrons qu'il y a peut-être des nouveaux modèles et des nouveaux marchés. Or, aujourd'hui, quand on parle des très grandes entreprises, on parle d'entreprises qui sont leaders sur un marché qui est en gros un tiers de la planète. On parle de plus en plus du bas de la pyramide. Et je pense que ces 4 milliards d'individus qui vivent avec moins de $2 par jour constituent pour de nombreuses entreprises des marchés extrêmement intéressants, mais que pour y arriver, il n'y aura pas d'autre choix que de réinventer des modèles, que de faire des alliances avec ces fameux entrepreneurs sociaux, etc. Donc je pense qu'il faut agiter ce qui fait la carotte qui fait avancer les entrepreneurs, qui est de dire, regardez, vous pouvez être plus gros et sur un nouveau marché, par contre, à de nouvelles conditions. Un mot de complément, moi je l'ai dit, je pense qu'une partie de la réponse, c'est dans quelle mesure la société civile se saisit des sujets économiques. Je vais citer un exemple parce qu'il nous paraît intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, 22 députés européens sont en train de créer ce qu'ils appellent le Greenpeace de la finance, Finance Watch. C'est une organisation non gouvernementale dont le métier va être d'analyser un certain nombre de sujets de finance avec des experts, c'est-à-dire des gens qui sont capables de rentrer dans la difficulté de la complexité financière et de mettre sur la place publique en débat un certain nombre de choses. Et je crois que dans l'intérêt général, ce type d'initiative contribuera à répondre à la question que vous posez. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que du jour au lendemain, tel patron sera changé, remplacé par un autre qui, par un coup de baguette magique, deviendra vertueux. Et puis les patrons, ils ont des contraintes extrêmement lourdes à gérer. C'est très difficile. Donc c'est aussi si la société civile envoie un certain nombre de messages que dans le pilotage de ces entreprises, eh bien, les choses peuvent bouger. Donc je crois qu'il y a vraiment une invitation à ce qu'il y ait plus de transparence. Et là encore, sans faire trop d'actualité, quand on lit les journaux sur le nucléaire au Japon, on est quand même effrayé par l'opacité qui a présidé à un certain nombre de décisions. Donc si on veut changer ça, nous devons nous préoccuper de sortir de cette opacité et d'avoir de l'information et de peser grâce à ces informations sur un certain nombre de choix. Attendez, je vais prendre encore une ou deux questions et puis après je vais vous donner la parole à la tribune. Notre ami Arnaud Moreau prend un train, donc on peut l'applaudir et on l'excuse.
Je vais prendre une dernière question, puis peut-être si le panel veut aussi rajouter une ou deux questions finales, et puis ensuite on conclura la tribune. Madame ? Oui, je travaille pour une association 1901 qui est originale. C'est un club d'entreprise, donc avec des chefs d'entreprise, des entreprises de toute taille, des entreprises sociales et des entreprises ordinaires. Et c'est plutôt une réflexion que je voulais... Il s'appelle comment votre club ? Club d'entreprise développement durable D'accord. Finistère. Voilà. Et une réflexion que je voulais partager avec vous, puisqu'on parle de grandes entreprises, de grands groupes. Je ne sais pas combien il y en a sur la planète, mais je serais intéressée de le savoir et je ne vais pas travailler pour le savoir. Par rapport au nombre de chefs d'entreprise qui sont sur un territoire, des entreprises que l'on voit fonctionner tous les jours, avec des chefs d'entreprise qui ont beaucoup de charisme quelquefois, qui conduisent des TPE, TPI ou des petites entreprises, et on les oublie de trop. Ce sont des gens qui, à travers leur attachement au territoire, savent conclure des contrats d'apprentissage, savent embaucher des personnes en difficulté, savent innover et répondre à des problèmes liés au territoire. Le tissu entrepreneurial, ce n'est pas que les entreprises du CAC 40. Monsieur là, et ensuite Madame au fond. Monsieur là, vous aviez demandé la parole, à vous. Ensuite Madame au fond, et on viendra conclure à la tribune. Bonjour. Je voulais juste exprimer une inquiétude en fait sur ce qui a été Votre dit micro au n'est pas début. allumé, monsieur. Pardon. Oui, je voulais juste exprimer une inquiétude sur ce que l'un d'entre vous a dit au début, que l'économie sociale solidaire se ferait le relais des déficiences de l'État, de ce que l'État-providence ne peut plus assurer. Juste petite info sur le marché de l'eau. Après la Seconde Guerre mondiale, certaines entreprises ont été récompensées pour ce qu'elles ont fait durant la guerre. On leur a confié les marchés de l'eau. Et bien, la mairie de Paris, l'année dernière, vient de reprendre en main la gestion de l'eau. Donc, s'il doit se passer la même chose dans 20 ans avec... la santé, l'insertion professionnelle, je trouve ça un petit peu inquiétant. Et sinon, petit rebond sur Patrick Vivray, qui fait partie d'une association dans laquelle je milite sur Nanterre, notamment des AMAP, c'est que Patrick Vivray milite aussi pour les nouveaux plans comptables et la nouvelle mesure de la richesse. Cela peut être des orientations pour que la nature de l'entreprise humaine et économique ne soit pas que la recherche du profit. Nouveaux indicateurs de richesse. Madame, c'est vous qui poserez la dernière question, au fond. Je voulais savoir si vous aviez une idée du salaire moyen de tous les salariés que vous employez et de leur niveau de formation. Dans les partenariats que vous passez avec les grands groupes, est-il prévu des embauches de ces salariés afin qu'il y ait du transfert? Parce qu'aujourd'hui, la problématique que nous rencontrons beaucoup dans tous nos grands groupes, c'est que le niveau sollicité, d'abord, premièrement, il y a un problème d'âge. On embauche beaucoup de jeunes et s'il n'y a pas des contraintes financières du genre pénalité quand on n'embauche pas des handicapés, pénalité si on ne prend pas des seniors, les entreprises excluent toutes ces populations. Donc aujourd'hui, comment est-il prévu des transferts? Parce que sinon, nous allons retrouver un phénomène qui existe, qui s'appelle les ghettos. Le ghetto au niveau du travail, comme nous avons les ghettos dans la société. On a d'un côté l'élitisme des écoles et de l'autre côté, vos associations qui récoltent toutes les personnes qui sont en difficulté dans les études ou qui n'en ont pas les capacités. Comment allons-nous mélanger toutes ces personnes? Merci. Le panel, là, est-ce que vous avez un désir de poser une dernière question? Non, ça va. Donc, on va se tourner peut-être d'abord vers Jean-Guy, si tu veux à la fois répondre un peu à cette dernière question, c'est-à-dire vous passez ou vous commencez à passer des accords avec des grands groupes français. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté, finalement, des gens qui travaillent dans des secteurs un peu à côté du marché du travail et puis des grandes entreprises. Et puis, tu peux dire ensuite le mot de conclusion que tu souhaites sur le débat. Oui, enfin, je voulais surtout me mettre au service des 3-4 questions pertinentes qui ont été posées. La première sur les petites entreprises. Il faut se rappeler qu'effectivement, on est omnibulé sur les groupes internationaux de CAC 40, mais aujourd'hui, 80% ou plus 85% de l'activité en France, elle se fait dans des petites et moyennes entreprises. Et en l'occurrence, je voulais vous dire, madame, que nous aussi, à Cocagne, on a essayé de capitaliser et faire un document, et ça serait très bien qu'on puisse échanger sur ces questions, sur comment on crée des mobilisations de clubs entreprises locales. Donc on l'a fait, nous aujourd'hui, on le pratique dans
2 villes de manière expérimentale, où 20-25 entreprises de 2 à 3 salariés jusqu'à 6 ou 700 se mobilisent autour d'associations d'insertion pour voir, et ça répond à la question après, comment éventuellement je peux amener des fonds privés dans une opération de ce type-là. Et on voit bien que là, il n'y a pas besoin d'ailleurs avoir une immense fondation et une immense entreprise pour amener des fonds dans une petite association locale. Et la deuxième chose après, c'est comment nos responsables des ressources humaines et les responsables des ressources humaines des entreprises peuvent croiser un certain nombre d'informations, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est sous-jacent, mais le job principal, c'est quand même qu'on a des gens qui n'ont pas de boulot, qu'on remet à l'emploi et à qui il faut retrouver un emploi. Donc on ne peut pas imaginer qu'ils vont retrouver un emploi ailleurs que dans une entreprise. Donc en l'occurrence, ces croisements-là, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait, voilà, parce qu'effectivement, vous savez, il y a toujours au Café du Commerce, c'est très facile de régler les problèmes puisqu'il y a des millions de chômeurs et puis il y a des millions d'emplois qui sont pas remplis. Donc effectivement, il y a un problème qui ne va pas. Est-ce que c'est du côté des entreprises, c'est des salauds, ou est-ce que de l'autre côté, c'est des feignants? Donc ça se résout souvent comme ça. Quand on est sur le terrain, on s'aperçoit qu'il faut faire des croisements, c'est du cousu humain, personne par personne, etc. Donc ça, c'était sur la première chose, et qu'effectivement, il faut absolument... Alors, et puis, comme j'ai parlé des petites et moyennes entreprises, je voulais parler d'une grosse, avec lequel on était sur une tribune il n'y a pas longtemps, mais pour vous montrer effectivement comment ça a évolué en 5 ou 10 ans. Ce groupe, c'est Vinci. Bon. Avec Cocagne, il nous rencontre un jour en nous disant « Nous avons des terrains dans toute la France parce qu'on construit des autoroutes partout. Est-ce que vous ne voulez pas éventuellement monter des jardins de Cocagne sur des terrains qu'on vous laisserait à disposition ?» Donc on aurait pu être un simple prestataire. D'abord, on a commencé par s'engueuler et ne pas être d'accord. Parce qu'effectivement, on n'était pas là pour monter. Et c'est là que monsieur la pieuvre, elle aura beaucoup de mal à nous digérer, même si elle nous avale. Voilà. Donc, à un moment donné, on peut aussi, parce qu'on est petit, peut-être, mais on peut être aussi exigeant en qualité et en éthique. Donc, on leur a dit des terrains, mais chacun son job. Quand il faut aménager un terrain, quand il faut construire un bâtiment, quand il faut amener des fonds, il est évident qu'entre Vinci et Cocagne, il n'y a pas photo. C'est Vinci qui sait le faire. Mais quand il faut approcher les travailleurs sociaux d'un territoire, quand il faut aller mobiliser les élus écologistes de la région centre, quand il faut trouver des adhérents consommateurs qui viennent chercher des circuits de consommation, etc., eh ben, il n'y a pas de milliard qui peut acheter ça. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne savent pas le faire. Et pardonnez-moi, c'est ce que je leur ai dit très directement. Il y a marqué produit final Jardin de Vinci, vous ne vendez pas de panier. Il y a marqué Jardin de Cocagne, on se bat pour les avoir. Donc il y a bien une force de notre côté. Donc en l'occurrence, on a fait ces croisements-là. Et aujourd'hui, et je finis là-dessus, c'est qu'on était parti sur quelque chose de très misérabiliste, il y a 25 ou 30 ans, où la grosse entreprise se fendait d'un petit chèque par le Rotary du coin, avec un montant d'un chèque dans un restaurant qui n'était même pas à la hauteur de l'assiette qu'ils allaient bouffer derrière. Donc c'était assez minable. Et ensuite, on est passé à une phase de collaboration, et aujourd'hui, on est dans de la co-construction. C'est-à-dire que quand on monte ces jardins avec Vinci, on va les co-construire, on va les co-gérer, et pendant 20 ans ou 30 ans, on est parti là-dedans. Et bien entendu, à la clé, c'est aussi embaucher des gens dans leurs entreprises par la suite. Merci Jean-Guy, on nous fait signe qu'on est vraiment à la fin du débat. Jean-Marc, dans les questions qui ont été posées, ou de manière plus générale en conclusion de notre débat, il y avait une question sur l'État-providence, enfin disons le désengagement de l'État, l'exemple de l'eau, puis après on est obligé finalement de revenir à une dimension publique, ou autre apport final que tu veux faire? Je crois que Jean-Guy a pas mal répondu aux premières questions. Simplement, je voudrais rassurer la personne qui a posé la question sur les ressources humaines. D'une part, et évidemment, comme Jean-Guy, nous passons des deals avec des grandes entreprises, puisque une entreprise d'insertion, c'est remettre quelqu'un sur l'emploi et ensuite lui permettre d'accéder à un emploi pérenne. Donc, évidemment que les personnes qui sont salariées dans les entreprises d'insertion vont vers de l'emploi classique. En ce qui concerne la qualification des emplois, je pense que nous n'avons pas à nous inquiéter, ce sont plutôt les grandes entreprises. Quand je vois sur le site du groupe SOS un nombre grandissant de jeunes élèves d'HEC, de l'ESSEC, de Sciences Po, de l'IX qui veulent rejoindre les entreprises sociales, je me dis que la qualité et l'excellence peuvent aussi changer de bord. Et je connais un certain nombre de grands chefs d'entreprise qui ont du mal
à attirer des talents aussi facilement que ce que les entreprises de l'économie sociale les attirent. Donc les choses sont, me semble-t-il, assez bien réparties. Depuis plus de 15 ans, le groupe SOS attire des jeunes élèves de grandes écoles prestigieuses françaises et d'ailleurs. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus et je pense que c'est une tendance qui continue, sans parler de tous ceux qui, après une brève expérience dans l'entreprise classique, fuient et viennent chez nous en acceptant des salaires inférieurs, mais pour un job qui, disent-ils, a du sens. Donc de ce point de vue-là, rassurons-nous, les choses sont aussi en train de se croiser. Pour terminer, parce que je ne voudrais pas vous laisser partir sur l'idée que nous devons, à la tribune, expliquer, faire mieux, changer, etc. Donc, plutôt que de vous demander ce qu'on peut faire pour vous, comme disait l'autre, demandez-vous sans doute ce que vous pouvez faire pour nous. Ce que vous pouvez faire pour nous, et quand il s'agit de faire évoluer les pratiques des grandes entreprises, eh bien, devenez consommateurs, faites la différence entre les produits bio et les produits qui sont issus de l'agriculture intensive. Faites le choix des produits équitables par rapport à des produits qui, certes, peuvent être moins chers, mais ont été fabriqués dans des usines par des enfants. Choisissez de l'épargne solidaire. Vérifiez la banque dans laquelle vous placez vos économies, parce que si vous allez au crédit coopératif, au moins ça ne disparaîtra pas dans un prochain krach boursier, puisque l'économie sociale a été largement contracyclique et les mutuelles se sont mieux comportées que les assurances. Les banques coopératives se sont mieux comportées que les banques inconséquentes, c'est-à-dire les autres. Donc le pouvoir est en gros dans vos mains. Si vous avez choisi d'aller dans une mutuelle plutôt que dans une compagnie d'assurance, eh bien vous aurez renversé l'attitude des grands patrons, parce que les grands patrons sont à votre service, ils produisent les services que vous consommez. Merci, et donc Jean-Marc. c'est vous qui détenez la solution. Tu as fait la transition pour Dominique. Dominique Thys, pour les mutuelles. Dominique, j'espère bien que la Maïf, assureur militant, ne va pas se faire manger par la pieuvre. Et que en tout cas, on n'est pas tout seul, mais on fait tout pour ne pas être mangé par la pieuvre. Et depuis 1934, on existe, on est plutôt en bonne santé, on est plutôt bien estimé. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. On gère nos ressources humaines de manière, je crois, avec beaucoup de considération. Le salaire moyen, à la question qui a été posée, j'ai fait les comptes. Le salaire moyen chargé à la Maïf, compte tenu de la spécificité des emplois de l'assurance, il faut le replacer là-dedans, c'est entre 63 et 65 000 euros. Pas de salaire net inférieur à 1 500 euros, donc un salaire brut autour de 1 900, 2 000 euros. Donc ça, c'est des choses qui parlent. C'est 200 emplois en alternance, c'est 225 emplois handicapés, un accord d'entreprise avec les organisations syndicales. On est très sensible, bien évidemment, à cet aspect des choses. Pour terminer, je vais rebondir sur ce que dit Jean-Marc. En son temps, il y avait eu un film fait par le CJDES. Alors, CJDES, il y a deux présidents dans la salle. Il y a Hugues et puis il y a Jean-Louis Bancel en son temps. Et dans le film, on se disait que si tous ceux qui sont adhérents à une mutuelle, à une coopérative, au monde associatif, chaque fois qu'ils ont le choix, ils réfléchissaient à l'opportunité qu'ils avaient de choisir les mouvements d'économie sociale et solidaire ou les autres, on serait infiniment plus fort. Et la question finale que moi sur laquelle je vais terminer, c'est qu'on voit bien aujourd'hui dans notre société que les valeurs, il m'arrive souvent de dire aujourd'hui les valeurs, quand on regarde la télé, quand on lit la presse, c'est strass et paillettes en permanence avec le fric. Je crois que si la société dans son ensemble prenait beaucoup plus en compte les valeurs de solidarité, je pense que ça irait un peu mieux et qu'il y aurait du partage et que le mouvement tant des entrepreneurs sociaux que celui de l'économie sociale serait encore plus florissant. Voilà, donc conjuguer autrement la performance économique et la cohésion sociale, dépêchons-nous parce que ça chauffe quand même un petit peu, comme dit le slogan du Grenade de l'environnement. Merci à tous et je vous promets que nous reporterons le fait qu'il n'y avait que des hommes à cette tribune et que la prochaine fois, il faudrait que ça soit un petit peu autrement.